Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bibliojuriste. Dans nos précédentes vidéos, nous avons exploré la pensée de Socrate, le grand maître de la philosophie antique et sa vision concernant l'État et les lois. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'un de ses plus célèbres disciples, Platon. Alors pourquoi étudions-nous encore Platon dans nos cours de droit? Eh bien parce que ses idées développées il y a plus de 2000 ans, notamment celle de l'ouvrage La République, continue d'éclairer les concepts juridiques et politiques d'aujourd'hui en justice, gouvernance et séparation des pouvoirs. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et bien sûr de s'abonner à la chaîne. L'œuvre de Platon, La République, est divisée en 10 livres, chacun abordant un aspect spécifique de la justice, de la société et de la politique. Le premier livre de La République sert d'introduction et pose la question centrale de l'ouvrage: qu'est-ce que la justice? À travers un dialogue entre Socrate et plusieurs interlocuteurs, comme on avait vu dans la dernière vidéo, Socrate engage une discussion avec Céphale, Polémarque et Thrasymachus sur la nature de la justice, et chacun donne une définition différente. Céphale propose une définition traditionnelle. Être juste, c'est dire la vérité et rendre à chacun ce qui lui est dû. Alors que Polémarque, le fils de Céphale, affirme que la justice consiste à aider ses amis et nuire à ses ennemis. Le sophiste Thrasymachus introduit une définition plus provocante. La justice est l'avantage du plus fort. Selon lui, les lois sont établies par ceux qui détiennent le pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Ce livre donc ne donne pas de définition claire de la justice. Au contraire, il met la lumière sur la complexité de cette notion et la nécessité d'une réflexion plus approfondie qui sera développée dans les livres suivants. Le deuxième livre, Les fondements d'une cité juste, marque un tournant dans l'œuvre où Platon commence à construire sa théorie et à développer sa vision de la cité idéale. Après avoir laissé le premier livre en suspense, Socrate poursuit son exploration en compagnie de Glaucon et Adimante qui formulent des défis intellectuels pour approfondir la discussion. Glaucon joue l'avocat du diable en relançant le débat sur la justice et distingue 3 types de biens. Les choses que nous aimons pour elles-mêmes, comme la joie, les choses que nous aimons pour leurs conséquences, comme la santé, et les choses que nous aimons à la fois pour elles-mêmes et pour leurs conséquences, comme le savoir. Puis il demande à Socrate de prouver que la justice appartient à la 3e catégorie. Pour cela, il expose une vision pessimiste de la justice qui n'est pour lui qu'un contrat social visant à éviter les maux de l'injustice. Et illustre son propos avec la célèbre fable de l'anneau de Gygès. Un homme doté d'un anneau qui le rend invisible pour commettre des injustices. Cette histoire soulève une question cruciale. Les hommes sont-ils justes par nature ou par contrainte? Adimante critique les discours qui font l'éloge de la justice en se basant sur ses récompenses, l'honneur, la réputation et les récompenses divines. Il demande à Socrate de montrer que la justice est préférable à l'injustice, même s'il n'apporte aucun avantage extérieur. Socrate propose de chercher la justice à une plus grande échelle, dans la cité plutôt que dans l'individu, et commence à décrire la genèse d'une cité primitive où les besoins de base, nourriture, abri et vêtements, sont satisfaits par une division du travail. Puis, il introduit une cité plus complexe avec des gardiens pour assurer l'ordre et la défense. Cette élaboration ouvre la voie aux discussions ultérieures sur l'éducation, le rôle des classes sociales et les fonctions de la justice dans la société. Ce livre est donc essentiel car il introduit les thèmes centraux de l'œuvre, la structure de la cité idéale, le rôle de l'éducation et la nature de la justice. Il montre également comment Platon relie la philosophie morale à la philosophie politique. La question qui se pose ici est: la justice est-elle cherchée pour elle-même, valeur intrinsèque,
ou uniquement pour ses conséquences, valeurs instrumentales. Cette distinction est cruciale en droit, notamment dans les débats sur les lois justes et injustes, la légitimité des sanctions pénales et les réflexions sur la justice sociale et les droits fondamentaux. Dans le troisième livre de Platon, L'éducation des gardiens, Socrate insiste sur l'importance d'une éducation équilibrée pour les gardiens visant à les préparer à défendre la justice tout en étant moralement intègres. L'éducation doit combiner la musique, culture et la gymnastique corps. Et une censure des œuvres littéraires doit être appliquée pour protéger les jeunes esprits et encourager les valeurs vertueuses. Et pour renforcer l'idée de son maître, Platon propose l'égalité entre hommes et femmes dans les classes des gardiens qui doivent aussi renoncer à la propriété privée et aux familles traditionnelles. Une communauté de biens et de familles parmi les gardiens est introduite pour éviter les conflits d'intérêts et maintenir l'unité sociale. Et les enfants doivent être élevés collectivement sans distinction sociale. Ce livre soulève des questions sur le rôle de l'éducation dans le développement des valeurs juridiques et éthiques, ainsi que sur la censure et la liberté d'expression. Il met aussi en lumière la responsabilité de l'État dans la formation des futurs juristes et dirigeants et soulève aussi des questions sur la justice distributive et les principes d'égalité en droit et la régulation de la richesse dans une perspective sociale, et des questions sur la gouvernance politique et du leadership, et aussi la légitimité des institutions juridiques, car Platon propose aussi que les dirigeants, les magistrats et les législateurs soient formés à la justice et à la sagesse. Platon invite aussi dans ce livre à réfléchir sur la façon dont la loi peut refléter le bien commun et sur la manière dont les juges et avocats doivent transcender leur intérêt personnel pour servir la justice collective. Dans le quatrième livre de la République, Platon continue l'élaboration de la cité idéale et approfondit des notions concernant l'équilibre social, la justice et la nature humaine, et présente la définition de Socrate de la justice comme étant la condition dans laquelle chaque classe de la cité accomplit sa propre tâche sans interférer dans celle des autres. La justice, c'est l'ordre et l'harmonie qui naissent lorsque chaque partie joue son rôle spécifique aussi bien dans la cité que dans l'individu. Platon identifie 4 vertus dans la cité idéale. La sagesse dans la classe des gouvernants, le courage dans les gardiens, la tempérance dans les producteurs et la justice qui résulte de l'ordre dans la cité et l'âme. Il aborde également la question de la prospérité dans la cité juste, soulignant que l'injustice crée le désordre et la souffrance. Ce livre présente la notion d'équilibre social et de justice qui soulève des questions sur la distribution des rôles sociaux, la répartition des richesses et la manière dont le droit peut favoriser ou perturber l'équilibre social. Des questions sur les vertus nécessaires à la gouvernance et la formation éthique et morale des législateurs, des juges et des dirigeants. Des questions aussi sur la justice et l'individu utiles pour des analyses en droit pénal, droit de la famille ou encore droit constitutionnel. Dans le 5e livre sur les réformes radicales, Platon introduit des idées radicales concernant la structure de la société, la communauté des biens et des familles et la nature de la gouvernance idéale. Il défend l'idée que les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes rôles que les hommes dans la cité idéale concernant l'éducation et la participation aux fonctions de gouvernance, ce qui représente une avancée importante dans sa conception de l'égalité et de la justice. Platon introduit aussi l'idée que les gardiens doivent vivre dans une communauté totale sans possession privée et que les enfants doivent être élevés collectivement. Les mariages et les familles seront organisés par l'État pour éviter les conflits et se concentrer sur le bien commun et non sur des intérêts personnels. Le livre insiste sur le rôle des rois philosophes et de leur devoir de gouverner la cité idéale.
Selon Socrate, ils sont les seuls capables de comprendre la vérité et de diriger la cité par leur sagesse. Platon ajoute que la véritable philosophie permet de comprendre le monde des idées et seul un philosophe roi peut diriger la cité de manière juste. Ce point soulève des questions sur le lien entre le pouvoir et la connaissance et sur le rôle des dirigeants dans une société juste, des questions sur l'égalité juridique, le droit à la participation et la légitimité des institutions politiques. Platon remet aussi en question les concepts modernes de propriété privée et collective et de structure familiale. L'allégorie de la ligne est aussi introduite dans ce livre par Platon pour expliquer la hiérarchie des connaissances et des réalités. Puis il divise la connaissance en 4 niveaux. L'imagination, la croyance, la pensée rationnelle et la connaissance véritable des idées. Et poursuit avec l'allégorie de la caverne qui va être traitée aussi dans le 7e livre et qui illustre la manière dont les êtres humains sont prisonniers de leur perception sensorielle et leur illusion en s'éloignant de la connaissance véritable des idées. Cette allégorie souligne l'importance de la connaissance pour l'exercice de la justice. Cela incite les étudiants en droit à réfléchir sur la manière dont le droit peut être un moyen d'atteindre la vérité et de la traduire en justice, et le rôle des juges et des avocats, et la manière dont les lois doivent refléter une vision du monde juste. Au 6e livre, Le philosophe roi, Platon développe l'idée que les philosophes sont les mieux qualifiés pour gouverner car ils recherchent la vérité et possèdent une connaissance et un savoir, contrairement aux dirigeants ordinaires guidés par leur passion ou par des intérêts égoïstes. Platon introduit la notion du bien qui le décrit comme l'idée suprême comparable au soleil dans le monde visible. Il éclaire la vérité et rend possible la connaissance. Et il explique que les lois, la justice et les autres vertus n'ont de sens que si elles se réfèrent à cette idée du bien. Et met en garde contre ceux qui prétendent savoir sans chercher la vérité, comme les sophistes par exemple. Ce 6e livre est particulièrement pertinent pour les étudiants en droit car il soulève des questions fondamentales sur la justice, la vérité et le rôle des lois, car le droit repose sur la quête de la vérité et de la justice considérée comme un principe supérieur qui guide l'élaboration et l'application des lois. Platon souligne aussi l'importance d'une éducation approfondie pour les futurs dirigeants et cela s'applique également aux étudiants en droit qui doivent développer leur esprit critique et leur capacité à raisonner au-delà des simples règles. Et en posant le philosophe comme modèle du dirigeant idéal, Platon offre une réflexion sur la nécessité de limiter les abus de pouvoir et les juristes, en tant que gardiens de la justice, jouent un rôle clé dans ce domaine. Dans le 7e livre, Le mythe de la caverne, Platon décrit des hommes enchaînés dans une caverne, ne voyant que des ombres projetées sur un mur. Ces ombres représentent les illusions et les apparences du monde sensible. L'un des prisonniers est libéré et découvre le monde extérieur. La lumière du soleil est la réalité des choses. Le soleil représente l'idée du bien qui illumine tout et rend possible la connaissance. Ce prisonnier éclairé retourne ensuite dans la caverne pour aider les autres à se libérer, mais il est souvent incompris et rejeté. Platon parle aussi de l'importance de l'éducation véritable pour connaître la vérité et le rôle du philosophe dans le monde des illusions pour guider les autres. Cela reflète l'idéal du philosophe roi introduit dans ce 6e livre. Platon décrit aussi un programme éducatif pour les futurs dirigeants qui comprend les mathématiques, la géométrie, l'astronomie et surtout la dialectique qui est l'art de raisonner. Tout cela pour comprendre les principes universels et appliquer la justice. Dans le droit, cela se traduit par la recherche d'une justice objective et impartiale en évitant de se laisser influencer par des préjugés ou des sophismes. Il rappelle aux étudiants en droit que leur mission ne se limite pas à appliquer les lois,
mais qu'elle exige une réflexion constante sur la justice, l'éthique et le bien commun. Ce livre constitue ainsi une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à devenir des praticiens éclairés et responsables du droit. Au 8e livre, Platon parle des formes dégénérées de gouvernement et décrit les différentes formes de régime politique et leur dégénérescence progressive en partant de l'idéal de la cité juste, l'aristocratie. Il y a alors la timocratie basée sur l'honneur et la quête de gloire où les dirigeants sont animés par l'ambition plutôt que par la sagesse et qui dégénère à cause de l'avidité et l'accumulation des richesses. L'oligarchie, où le pouvoir est entre les mains des riches et où l'inégalité sociale y est extrême, et les pauvres n'ont aucun pouvoir politique. Cela mène à des conflits et les pauvres finissent par se révolter. La démocratie, où tous les citoyens sont égaux et libres, mais où règne souvent une anarchie car les désirs individuels sont placés au-dessus du bien commun. Cette liberté excessive ouvre la voie à la tyrannie, qui est le pire des régimes, où un seul homme exerce le pouvoir absolu, guidé par ses passions, et la cité est plongée dans l'injustice et la misère. Au 9e et 10e livre, Platon parle de la tyrannie et l'âme injuste, explore la psychologie du tyran et établit un parallèle entre les types de régimes politiques et les types d'âmes humaines. Platon explique que le tyran dominé par ses passions et désirs est l'homme le plus malheureux car il est esclave de ses propres appétits. Il soutient que la justice est indispensable au bonheur de l'homme et que l'harmonie entre les différentes parties de l'âme, qui sont la rationalité, l'esprit et les désirs, est essentielle pour mener une vie juste. Il critique aussi les artistes et les poètes qu'il accuse d'imiter les apparences au lieu de rechercher la vérité. Il soutient que l'âme est immortelle et qu'elle survit après la mort et subit des récompenses ou des punitions dans l'au-delà en fonction de la justice ou de l'injustice de ses actions. Il termine son dernier livre par le mythe du guerrier R qui revient à la vie après avoir vu l'au-delà où les âmes sont jugées et choisissent leur prochaine vie en fonction de leur caractère. Ce mythe enseigne que les choix justes ou injustes dans cette vie influencent le sort des âmes dans les cycles à venir et souligne l'importance de vivre une vie juste pour atteindre l'harmonie ultime. Platon montre comment les dérives politiques affectent la justice et le bien commun. Les étudiants en droit peuvent y voir une réflexion sur l'importance des institutions et des lois pour éviter les abus de pouvoir et les invite à réfléchir sur les liens entre les lois, la justice et la morale tout en soulignant l'importance de la vérité et l'harmonie dans leurs pratiques futures. L'idée du bien est proche du concept de droit naturel qui demeure un fondement philosophique du droit. La notion de justice aussi de Platon, qui réside dans l'harmonie entre classes sociales, où chacun joue son rôle, fait partie du principe de spécialisation en droit administratif ou en droit de travail. Et la notion de gouvernance, où les philosophes rois s'appuient sur la connaissance du bien, garantissent une législation juste, se retrouve dans le principe de primauté de la loi. En conclusion, les notions et termes juridiques dans l'œuvre La République de Platon sont intemporels et continuent d'alimenter les réflexions sur la justice, le droit et la gouvernance. Et bien que le langage et les contextes aient évolué, les idées de Platon restent des fondements philosophiques incontournables pour les juristes, offrant une perspective éthique et rationnelle sur le rôle du droit et des lois dans la société. Et voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de liker et partager la vidéo. Et à bientôt.